Bonsoir à tous. Donc ce soir, pour notre 35e conversation céramique, eh bien, nous accueillons un personnage aussi ambivalent que singulier. Fou du roi dans une république trop terne à son goût, Pierre-Jean Chalençon est aussi fou d'empire. Sa joyeuse, truculente d'ailleurs, l'a conduit à intituler son dernier ouvrage paru en 2020, Appelez-moi l'empereur. Alors, fidèle à ses aspirations, Pierre-Jean choisit de s'installer en 2015 dans un palais construit en 1707-1710 par l'assurance pour Thomas Rivier de Rigbourg, donc vite baptisé Palais Vivienne par son nouvel hôte. Alors, il y installe sa collection dédiée à Napoléon, 2 à 3 000 pièces dont son propriétaire a l'intention, avec générosité, de faire don à la République. Alors, la passion pour l'empire de notre plaisant bandit du XXIe siècle remonte à l'enfance. Après le cadeau par ses parents d'une bande dessinée retraçant l'épopée napoléonienne, eh bien Pierre-Jean enfourche son cheval de bataille, la passion pour l'empereur. Alors, adolescent, il reçoit une première pièce de sa mère. C'était la proclamation des préfets du Bouches-du-Rhône du retour de Napoléon depuis l'île d'Elbe en 1815. Alors, à 18 ans, il s'initie au monde des enchères aux États-Unis, en France. La passion devient compulsive, les achats s'enchaînent pour constituer bien le cœur d'une des plus belles collections contemporaines sur ce thème. Désormais spécialiste reconnu de Napoléon Bonaparte, bon client des médias, eh bien, il devient l'icône médiatique des émissions Vos objets ont une histoire, 2014-2015, et Affaires conclues 2017-2020 sur France 2. Il rejoint occasionnellement les grosses têtes, sa personnalité singulière fait merveille. Alors, tourbillon médiatique aux faux airs de Paul Naref, électron libre mais toujours doté d'une charge positive, et bien servi également par une garde-robe atypique, chatoyante. Notre intervenant a également organisé avec succès de nombreuses expositions internationales aux États-Unis en 2010, en Colombie, au Canada, et même en Chine en 2015, à l'Himalaya Art Museum de Shanghai, 2,5 millions de visiteurs tout de même. En 2022, l'exposition Le Sacre de Napoléon à la chapelle des Jésuites de Saint-Omer sur le commissariat de David Chantrane, attaché de conservation au musée Napoléon de Brienne, exposé 200 pièces de sa collection. Et reçu récemment par le prince Albert, presque homologue, Pierre-Jean prépare une exposition à Monaco sur une sélection d'objets napoléoniens. Alors, notre invité est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2007. Il est aussi administrateur du Cercle France-Napoléon. Homme orchestre, notre intervenant est également auteur. Il publie en 2005 une biographie de Charles Trenet, dont il fut le confident de 89 jusqu'à sa mort en 2001, suivi de Napoléon, la collection, en 2019. Il a enfin participé aux ouvrages Napoléon immortel empereur avec Gérard Jean-Gendre en 2003 et Le Sacre de Napoléon avec Patrick Rambaud en 2004. Alors, ce soir, nous comptons sur lui pour nous faire découvrir avec sa bonne humeur légendaire sa collection de porcelaine de Sèvres d'époque napoléonienne en direct du Palais Vivienne. Et je l'en remercie très sincèrement. Et c'est qu'en tant que spécialiste des médias, eh bien Pierre-Jean va nous convier au plus beau des spectacles. À vous, Pierre-Jean. Merci, merci d'avance. Bravo d'être courageusement devant votre écran ce soir pour écouter quelques anecdotes de cette collection. Effectivement, moi, j'ai toujours été un passionné de la manufacture de Sèvres. On ne peut aimer Napoléon et ne pas aimer la manufacture de Sèvres, c'est impossible. Je me rappelle de Otto Ziesnis, qui était un grand collectionneur de pâtes dures du 18e, qui avait des services absolument sublimes de la manufacture de Sèvres, mais plutôt du 18e, et qui me disait toujours
si tu aimes Sèvres, tu aimes obligatoirement l'histoire, Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Moi, je me suis arrêté à Napoléon et je vais même un peu plus loin, puisque là, j'ai acquis récemment une paire de vases très importante de Louis-Philippe que je dois récupérer dans quelques jours au Palais. Mais moi, j'ai toujours été passionné de porcelaine et de céramique et surtout de biscuits, car j'ai une collection assez impressionnante de biscuits. Il faut savoir que Napoléon Ier est un homme qui a le côté marketing et que dès qu'il arrive au pouvoir, dès qu'il est premier consul, eh bien, va utiliser son visage, son effigie, soit en peinture, comme le portrait de l'empereur par Gérard que vous voyez ici, ou soit en marbre, soit, comment dirais-je, je vais vous montrer un certain nombre de choses, comme ici, ce magnifique buste par Chinard, qui vient de l'atelier de Chinard, enfin d'Houdon, pardon. Je me rappelle de Chinard, ça ne va plus du tout, par Houdon, qui date de 1808, qui est vraiment qui vient de l'atelier d'ailleurs de Houdon, ou comme voilà, le fameux Napoléon en costume du sacre par Girodet. Et là, c'est un modèle de Chaudet, mais Girodet a beaucoup travaillé aussi. Là, ce modèle de Chaudet, eh bien, c'est un modèle qu'on va retrouver. C'est un modèle de seconde grandeur, vous voyez, par rapport à ma main. Et celui-là est de 1808, absolument sublime, avec sa base comment dirais-je, en marbre, en marbre turquin, bleu turquin, gris, mais bleu turquin, avec le N sous couronne impériale en bronze doré. Et ça, c'est vraiment un des achats que j'avais fait, un des premiers achats que j'ai fait dans ma collection dans les années 2004 ou 2005. J'avais acquis ce buste absolument sublime. Et quelques années plus tard, eh bien, j'ai récupéré le pendant. Alors là, vous voyez justement un certain nombre de chaudets en bronze. Et j'avais récupéré le pendant de Marie-Louise, d'après Bosio, un artiste important italien qui travaille beaucoup pour la cour impériale, avec le ML sous couronne impériale. Voilà. Alors, des exemplaires comme ça, comme ceci, on n'en connaît pas tant que ça. On en connaît environ 5 ou 6. Il y en a un à Fontainebleau, bien sûr. Mon ami Roger Prigent à New York avait un exemplaire avec la paire, avec une base moins belle. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il faudrait que je demande à mon ami Alexandre de Bottury, qui est un grand spécialiste aussi de la porcelaine de Sèvres. Or, voilà. Moi, j'ai au départ collectionné les biscuits. J'ai beaucoup de biscuits qui représentent Napoléon Bonaparte en tant qu'empereur, premier consul. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Là, on va aller directement dans le cabinet de curiosité parce que le palais, eh bien, c'est des manuscrits, ce sont des livres, ce sont des dessins comme ce dessin original de Jacques-Louis David de la Légion d'honneur, ou des bronzes de Thomire, ou cette merveilleuse aiguière et son bassin de Murat par Biennet. Ce sont des objets tout à fait exceptionnels, qualité Louvre, tapisserie des Gobelins, beaucoup d'objets. Mais tout ce qui est porcelaine, eh bien, c'est dans ce petit cabinet, plus petit cabinet, qui, vous voyez, est bien chargé pour faire mentir les personnes qui s'imaginent que la collection Chalençon, c'est du bluff. Elle est bien présente, elle est bien réelle. Eh bien, je vous emmène directement vers un objet que j'adore, qui est un très joli buste de l'impératrice Joséphine, d'après Chinard. D'ailleurs, on voit son petit sourire où elle cache ses dents, parce qu'elle n'avait pas de belles dents, elle avait quasiment plus de dents. Ses dents étaient toutes gâtées. Et c'est un des rarissimes bustes de la manufacture impériale de Sèvres, qui date de 1808, donc avec les marques derrière. Et je crois que c'est un buste on en connaît très peu d'exemplaires. Je crois qu'on en connaît 3 ou 4 au monde. Et c'est un des 4 ou 5 exemplaires au monde qui existent. Alors après, bien entendu, le chapeau de l'empereur, des dessins d'Isabelle, la fameuse table de toilette de l'impératrice Joséphine, Marie-Louise, etc. Bon, on ne va pas tout regarder parce qu'il y a tellement d'objets précieux, mais je vais m'attarder sur la porcelaine de Sèvres. Alors là, voilà, c'est une paire de vases que j'aime particulièrement, qui date de 1805. C'est un cadeau de Napoléon Ier. C'est un cadeau de Napoléon Ier à Talleyrand. Au moment du mariage de Stéphanie de Bade. Et donc, Napoléon a fait des cadeaux impressionnants. Et donc, le mariage a eu lieu en 1807, et c'est une paire de vases de 1805 avec de merveilleux glycines, enfin des
extraordinaires, une vase Médicis, tout à fait sublime, en parfait état, que j'avais acheté il y a de très, très nombreuses années. Je crois d'ailleurs que c'est même pas une erreur, je les ai achetés, c'était chez Arcurial, et on a découvert ensuite que ça avait été justement un cadeau de l'empereur à Talleyrand. Là, vous avez pour moi une pièce absolument maîtresse de la collection Chalençon. Eh bien, c'est ce buste en taille 1, représentant Napoléon Ier, en empereur romain, d'après Chaudet. Je vous ai montré la taille 2, mais ça, c'est la taille 1. C'est un exemplaire dont il n'y en a que 2 au monde, un au musée du Louvre, qui se trouve dans la grande salle de Empire du musée du Louvre, et celui-ci qui est chez votre serviteur, qui est un buste extraordinaire qui a été offert par Napoléon en 1810, eh bien, à l'empereur d'Autriche au moment de son mariage avec l'impératrice Marie-Louise, l'archiduchesse Marie-Louise. Très compliqué, l'empereur en avait commandé 4, et 2, malheureusement, 2 seulement ont été réalisés. C'est une taille considérable. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de four comme aujourd'hui, et qu'il y en a eu 2 sur à peu près 8 ou 10 d'essayer de réaliser, mais c'était tellement compliqué qu'ils se sont arrêtés à 2. Donc, un pour la mère de Napoléon, celui qui est au musée du Louvre actuellement, et l'exemplaire ici de votre serviteur, qui est un exemplaire absolument somptueux, qui avait été commandé pour le père de Marie-Louise, l'empereur d'Autriche. La taille est absolument énorme. Donc là, il y en a un peu de partout, alors vous m'excuserez. Là, c'est la deuxième. Oh là, pardon. C'est le bordel. Je ne vais pas casser des objets inestimables. Là, vous voyez, c'est le deuxième, c'est la paire de vases, donc c'est le deuxième exemplaire. Ils sont en parfait état. C'est vraiment des choses tout à fait sublimes que j'aime beaucoup. Et ma table. Alors, généralement, je fais des tables. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de table, mais alors, j'ai énormément de porcelaine de Sèvres. Alors, j'ai du Didier Guérard, bien sûr, le fameux service de Joséphine. Ça, j'en ai je ne sais combien d'assiettes. Et j'ai des services entiers. Eh bien, ça, par exemple, c'est un service que j'avais acheté il y a de nombreuses années. C'est un service d'environ 13 assiettes qui avait été commandé par Napoléon pour le château de Marac à Bordeaux. Le château de Marac, c'était bien la résidence de l'empereur à Bordeaux. Il y est allé à plusieurs reprises et c'était le service dans lequel Napoléon mangeait. Un service que j'aime particulièrement, c'est ce service qui date de 1807-1808. J'ai à peu près 18 assiettes et quelques pièces de forme de ce service. Eh bien, c'est un service que j'adore. C'est un service qui avait été offert au prince Prima par Napoléon. C'est vraiment des assiettes absolument avec toutes les marques de Sèvres, avec un décor très fleuri, très agréable, et je m'en sers quotidiennement. C'est vraiment un des services dont je me sers assez régulièrement. Vous avez aussi, dans ce que j'aime beaucoup, ces merveilleux raviers à fond d'écaille, qui sont des plats qui avaient été réalisés en 1804 et qui ont servi à Napoléon le soir de son couronnement aux Tuileries avec l'impératrice Joséphine et un certain nombre de personnages. C'est un service écaille magnifique avec des personnages néoclassiques. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement. Vous avez aussi des assiettes, beaucoup d'assiettes de Didier Guérard, j'en ai énormément. Vous avez cette assiette qui représente Paul et Virginie, qui est un cadeau de Napoléon Ier à l'empereur d'Autriche au moment de son mariage avec l'impératrice Marie-Louise. Napoléon était un grand admirateur de Bernardin de Saint-Pierre et cette assiette fait partie des cadeaux de mariage. C'est vraiment c'est sublime de qualité. Alors, je ne mange pas dedans, mais j'ouvre de temps à autre des petits biscuits ou des choses comme ça. Vous avez aussi un certain nombre de pièces que j'ai, qui viennent du pape, le service du pape à Fontainebleau. Eh bien, ça, c'est le service du pape à Fontainebleau. Très joli service, dont le château de Fontainebleau possède un certain nombre d'exemplaires. Ça, c'est vraiment une assiette absolument délicieuse. Voilà. J'ai aussi le fameux service au papillon, mais c'est par dizaines j'ai des dizaines et dizaines d'assiettes, j'ai même plus d'une centaine d'assiettes de Sèvres, et ça c'est vraiment le service particulier de l'empereur au château de Fontainebleau. J'en ai plusieurs, j'ai même je crois des pièces de forme quelque part. Voilà. Ça j'adore ce service au papillon. Récemment il y a une vente d'ailleurs chez la vente
c'était la vente, c'était en 2017 ou 2018 à New York. La vente à New York, je ne me rappelle plus du nom de la vente, ça va me revenir. C'était pas la vente Getty, c'est une autre vente. Et il y a eu un service, beaucoup d'assiettes de service qui ont été vendues. Et ça a fait, je crois, 1 200 000 $. Ce qui est totalement ridicule parce qu'une assiette de service vaut environ entre 8 et 10 000 euros. Et là, ils les avaient multipliés par 10. Il faut toujours éviter d'acheter, je dis toujours, éviter d'acheter dans des grandes ventes parce que souvent, eh bien, il y a des collectionneurs un peu fétichistes. C'est un peu comme les gens qui ont acheté les robes de Lady Di quand elle a vendu ses robes. Et qui ont fait plusieurs millions de livres sterling. Et une fois que Lady est morte, les gens ont revendu des robes et les robes ne trouvaient même pas vendeur à 5 000 ou 6 000 euros. Donc, il faut faire très attention, ne pas se faire arnaquer. Pour vous montrer un peu la richesse de tout ce qu'il y a, mais je pourrais vous en montrer plus, mais vous voyez, j'en ai par terre de partout. Et j'ai des piles entières au service de Sèvres. Par exemple, ce service-là, c'est le service de Cambacérès, le fameux service de Cambacérès. Et là, c'est un service rarissime. J'en ai 8 d'assiettes. C'est le service du Prince Eugène. C'est un service qui a été commandé en 1808, je crois, si je ne m'abuse, avec les vues de Suisse. C'est un procédé très moderne pour l'époque, d'impression. Il y avait uniquement les vues qui étaient peintes à la main. Et il y a une assiette qui se trouve au musée du Metropolitan à New York, et il y a une autre assiette qui se trouve au musée de la nouvelle de je ne sais plus, je crois que c'est Philadelphie. Voilà, le musée de Philadelphie. Enfin, c'est un très joli service, vue de Suisse, vous voyez. Donc j'ai 8 assiettes comme ça que j'utilise d'ailleurs pour dîner assez régulièrement. Vous voyez, il y a des assiettes de partout, hein, le portrait de Bonaparte par gros, enfin bon. Alors là, c'est aussi des choses assez intéressantes dans cette vitrine. Cette vitrine, là, vous avez des petites choses qui sont des porcelaines de Sèvres. Celle-ci à droite, l'autre c'est une nasse, je crois, qui est un cadeau de Napoléon à la duchesse de Montebello. Voilà, ce sont des choses un petit peu. Alors là, je m'avance. Et dans cette vitrine, eh bien, vous avez une des rarissimes assiettes du service égyptien. Le fameux service égyptien, c'est le service de Napoléon qu'il a offerte à l'impératrice Joséphine au moment du divorce. Joséphine refusera ce service, elle ne gardera que quelques pièces de Sèvres, mais des pièces de décoration, et le service en fait restera à Sèvres. Et c'est Louis XVIII qui offrira ce service à Wellington, où il se trouve toujours. Et il y a quelques assiettes qui ont été sauvées de cette donation anglaise perfide, la perfide Albion. Et j'ai récupéré pour moi une des assiettes les plus belles, celle du temple de Philae. Et ça, c'est vraiment une pièce absolument sublime que j'adore dans la collection. Alors, vous avez aussi un biscuit qui vient du cabinet de l'empereur au château de Compiègne. Ça, c'est une pièce magnifique, très néoclassique. C'était dans le cabinet de l'empereur au château de Compiègne. Vous avez aussi cette petite tasse que je vous montre ici, qui fait partie du service offert par Napoléon Ier à l'impératrice Joséphine, eh bien, au palais de l'Élysée. C'est une tasse et sa soucoupe que j'ai achetée il y a de très, très, très nombreuses années. C'est un service assez rare, même plutôt rarissime. Et justement, il y a quelques années, eh bien, j'ai racheté la plus grosse pièce de forme de ce service, magnifique vase au bouquet de fleurs, une pièce tout à fait extraordinaire. Je vais vous ouvrir les vitrines parce que j'ai la chance d'avoir les clés. Il ne manquerait plus que ça. Et voilà ce magnifique vase. C'est la plus grande pièce de forme qui existe de ce service mythique qui avait été offert par Napoléon à Joséphine. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je l'ai acheté, je fréquentais plus Madame Macron et je lui dis, vous savez, Brigitte, je viens d'acheter un vase qui provient de l'Élysée. Et Brigitte Macron me dit, ah bon, vous avez acheté un vase de l'Élysée? On vend des vases. Je dis, non, madame, ce sont des vases qui sont sortis du château, du palais. On ne vend pas des vases de l'Élysée. Bon, c'était assez drôle. Là, je vais vous montrer aussi une pièce que j'aime particulièrement. C'est un service qui a été offert par Napoléon à Elisa, grande-duchesse de Toscane, avec toute la symbolique impériale. Donc, vous voyez l'armée française avec le bivouac, n'est-ce pas? Vous voyez les étoiles, les abeilles, toute la symbolique impériale, les aigles. Ça, c'est une théière absolument exceptionnelle.
malheureusement, je n'ai trouvé qu'un exemplaire de cette théière. Il n'y a pas de tasse ou d'autres choses comme ça. Mais bon, si je peux un jour trouver d'autres choses. Là, vous avez les Fables de La Fontaine. Ça, c'est absolument sublime. C'est un cadeau de Napoléon Ier à la reine Hortense, enfin de Marie-Louise, pardon, à la reine Hortense pour la naissance du roi de Rome en 1812. Le roi de Rome est né en 1811, mais c'était pour les étrennes de 1812. Et donc, c'est les Fables de La Fontaine. Voilà, ça c'est extraordinaire, magnifique. Et j'ai surtout le plateau qui va avec, que je vais vous montrer. Alors, excusez-moi parce qu'il y a énormément d'objets sur la table et que je ne vais pas casser mes assiettes. J'ai déjà fait des bêtises il y a quelques temps. Voilà le fameux plateau, ce merveilleux plateau en manufacture impériale de Sèvres avec les Fables de La Fontaine, n'est-ce pas? Vous voyez, hein, ça c'est voilà avec la qualité de Sèvres. Ce plateau est absolument magnifique. Et donc j'ai deux pièces de forge, j'ai cette pièce-là et la théière qui proviennent de ce service mythique impérial. Et ça vraiment, ce sont des objets tout à fait exceptionnels. Les services, on en trouve. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que la collection, moi, quand j'ai commencé ma collection, c'était plutôt des livres, des manuscrits, parce que les manuscrits, c'est ce qui coûtait moins cher. Les livres coûtaient un peu d'argent, mais quand même beaucoup moins cher. Et puis ensuite, je me suis mis à acheter des objets, je me suis mis à acheter des biscuits, parce que les biscuits sont encore assez raisonnables chez Sèvres, et des vases ensuite. Et puis bon, petit à petit, j'ai acheté des objets. Moi, l'intérêt pour moi, c'est de me servir de ces objets. J'ai une assiette aussi que vous connaissez tous, qui est d'un service absolument remarquable, qui est une assiette du service des quartiers généraux, hein, le fameux service de l'empereur. Alors, cette assiette est intéressante parce qu'elle a été à Sainte-Hélène. L'empereur avait emmené ce service à Sainte-Hélène. D'ailleurs, vous avez les marques de Louis XVIII avec les différentes marques de Sèvres. Et cette assiette, eh bien, Napoléon s'en servait régulièrement à Sainte-Hélène. Voilà. Alors que les assiettes peintes, où il y a des vues peintes, eh bien, il ne s'en servait pas. Il les avait aussi emmenées à Sainte-Hélène, mais il ne s'en servait pas. J'en ai une que j'ai vendue il y a quelques années parce que eh bien, je devais refinancer une partie du Palais Vivienne qui me coûte beaucoup d'argent et donc je l'ai vendue à regret. Et j'ai essayé d'en racheter une il y a quelques mois, d'ailleurs que j'ai acheté cette assiette. C'est la fameuse assiette qui est passée récemment, qui a été préemptée par le Louvre. Et je félicite le Louvre de cette acquisition. L'État continue à acheter alors que les déficits sont considérables. Je trouve ça génial, c'est qu'ils ont beaucoup de chance. Moi, si j'avais des déficits, je ne pourrais pas acheter. Mais ça, c'est l'État français. N'en jetons plus, la cour est pleine. Enfin bon, comme ça, c'est fait. Je suis un peu triste de ne pas l'avoir, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vais vous montrer d'autres choses qui sont des choses que je vais ouvrir dans les vitrines et qui sont de la manufacture aussi de Sèvres. Alors, vous avez par exemple cette extraordinaire tasse et sa soucoupe, qui sont un cadeau de Napoléon à la duchesse de Montebello, absolument sublime, en 1813, pour les étrennes de 1813. C'est vraiment la quintessence de l'art, de l'histoire, avec, eh bien, vous voyez, la soucoupe avec les abeilles, un semis d'abeilles, l'aigle impérial. Voilà, ça c'était les trucs que j'ai fait en exposition. Ça vraiment, alors c'est tout ce que j'aime. Ça pour moi, c'est du grand empire. C'est du très grand empire et je peux m'en servir. Il y a quelques années, j'ai vendu un ou deux services. J'avais un service des femmes célèbres, mais bon, que j'ai vendu parce je ne pouvais pas m'en servir. Moi, j'aime me servir des objets et j'avoue que quand je ne peux pas me servir, eh bien, des pièces, ça m'enquiquine, ça m'embête. Moi, je me sers de tout. Que ce soit le lit du roi de Westphalie, que ce soit les fauteuils que vous pouvez voir autour de vous, je me sers de tout. Je fais des tables impériales, je dîne avec les verres de l'empereur. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer des verres, carafe, cristal, verre de l'empereur. Je me sers de tout ça. Je suis un amoureux des objets. Alors là, c'est aussi un petit élément du service écaille en Sèvres qui vient du moment du couronnement. Hein, c'est un petit pot à crème de la manufacture impériale de Sèvres, tout en service écaille qui va avec les deux raviers que je vous avais montrés
Précédemment, pardon, je parle trop vite. Bon, pour les amoureux, ça, c'est rien à voir avec Sèvres, mais c'est quand même le cachet en or de l'empereur. C'est son seul et unique cachet qu'il a eu à Waterloo. Ça vient de la collection Albert Frère, la montre de Caroline Burat, enfin un certain nombre d'objets. Alors ça, c'est pas du Sèvres, c'est un moulage en plate, mais c'est la main du roi de Rome. Et d'ailleurs, il y a un petit oui, ça s'est un peu abîmé, il faut que j'achète de la colle. Voilà. En tout cas, c'est toujours des objets extraordinaires. Là, vous avez, alors là, ce n'est pas du Sèvres, c'est du biscuit, mais c'est Jérôme, roi de Westphalie, et Catherine de Württemberg, une manufacture autrichienne, absolument superbe aussi, un objet que j'aime beaucoup, qui est particulièrement rare. Alors, je vais fermer les vitrines. Et voilà, ça c'est vraiment la théière que je vous ai montrée qui va avec avec le plateau. Et là, vous avez l'annulation canonique du mariage de Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise. Ça, c'est aussi un objet tout à fait extraordinaire. Comme là, vous avez aussi la montre en diamant de l'impératrice Marie-Louise, le cachet en or de Caroline Murat, n'est-ce pas, le bâton du couronnement qui est ici, ou le glaive du sacre, qui sont des objets tout à fait mythiques. Voilà, ce sont des objets que j'aime. Mais bon, alors je vais vous dire, je ne me sers pas forcément de ces objets au quotidien, mais dans la cuisine, j'aime cuisiner et faire des choses qui sont un petit peu magiques. Alors, je vais essayer de vous retrouver aussi. Il faut que j'ouvre aussi une clé, parce que j'ai énormément de clés au palais. Sinon, je perds la tête. Je ne suis pas le seul à perdre la tête. Je vais vous montrer aussi quelques réserves, parce que j'ai énormément de réserves. Alors, j'ai des choses que je n'ai pas sorties, parce que je suis arrivé très tard aujourd'hui. Et ça, c'est le fameux service de Cambacérès. J'ai des assiettes. J'en avais plus, puis bon, j'en ai vendu. Et ça, c'est pour moi une des plus rares. C'est le service de Cambacérès, c'est la vue de l'hôtel de ville avant la destruction de l'hôtel de ville sous le Second Empire. Ça, c'est pour moi une des assiettes les plus importantes du service Cambacérès. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que j'adore. Vous avez une autre assiette au service du service papillon, n'est-ce pas, qui est un service tout à fait remarquable. Vous en avez aussi d'autres. Là, j'en ai partout. Et j'ai des piles entières. Et là, j'ai des choses encore, service au papillon. J'ai des piles entières là, j'ai des piles entières. Je suis un collectionneur compulsif, c'est-à-dire que j'achète régulièrement des pièces. Et j'ai récupéré il n'y a pas longtemps un service rarissime, mais que je ne pourrais pas vous montrer parce que je l'ai laissé en haut. Et que comme je l'ai laissé en haut, c'est compliqué d'aller le chercher. Mais c'est un service qui a été commandé en 1808 pour Napoléon et l'impératrice Marie-Louise, qui était leur service officiel dans lequel ils pouvaient déjeuner. Là, j'ai encore des choses. Alors, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dans le truc. Je vais vous montrer. Ce n'est pas pour vous montrer que j'en ai partout, mais j'en ai de partout. Vous voyez, la Légion d'honneur de l'empereur, des verres, des cristaux, des trucs, la manche de l'habit du premier consul. Je suis un collectionneur compulsif. Voilà, je collectionne parce que j'aime, je consomme, je suis un grand consommateur d'objets. Et c'est vrai que là, on parlait de Di Leguera, on parlait de tous ces personnages qui ont travaillé pour l'Empire, comme par exemple, je vais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec Sèvres, mais qui est quand même un objet exceptionnel, c'est le boutonnier. C'était dans le bureau de l'empereur aux Tuileries. C'est le seul objet d'art qui était dans son bureau aux Tuileries, qui l'a accompagné ensuite au palais de l'Élysée et qui, lors de son exil, a été donné au prince Eugène. Et Eugène avait cet objet extraordinaire de l'empereur à la résidence à Munich. Voilà. Tout ça, ce sont des choses absolument extraordinaires. Moi, j'aime Napoléon, je vois des questions qui se posent. Au bout d'un des fauteuils de la salle du trône des Tuileries, quand même extraordinaire. Ce fauteuil a échappé à l'incendie des Tuileries et il n'y en a que 2 qui ont échappé. J'ai la chance d'en avoir un. J'en ai même un deuxième, mais qui n'était pas forcément dans la salle du trône, mais qui était ailleurs, que j'ai racheté il y a quelques années. Voilà. L'idée, c'est que cette collection, ces objets vivent, sont des objets qui sont intemporels et dont je me sers régulièrement. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'aime beaucoup.
et qui a un lien avec Sèvres. Ce petit coffret à bijoux eh bien, était le coffret à bijoux de l'impératrice Joséphine au château de la Malmaison. Eh bien, ce petit coffret avec le chiffre JB, Joséphine Bonaparte, eh bien, est d'un style un peu particulier, un petit peu mauresque, avec à l'intérieur eh bien, son coffret à bijoux. L'impératrice pouvait montrer ses bijoux de jour ou de nuit, et donc c'est de la maison Biennet, mais l'intérêt, c'est que ce sont des plaques de la manufacture de Sèvres qui ne sont pas du Wedgwood. Ce sont des plaques de Sèvres à l'imitation du Wedgwood qui avaient été commandées pour le fameux cabinet de l'impératrice et ce petit coffret. Et donc, il y a des plaques. Regardez la qualité extraordinaire. Alors, quand vous viendrez au Palais Vivienne, vous pourrez le voir de visu, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on oublie que Sèvres, d'ailleurs même sous Marie-Antoinette, il y a un certain nombre d'objets qui sont à Versailles ou qui sont au Metropolitan de New York et qui sont à l'imitation du Wedgwood, du Sèvres. Bon, excusez-moi, mais Sèvres, c'est quand même un peu plus chic que le Wedgwood. Mais Sèvres avait imité le Wedgwood et d'une façon absolument extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, des objets, des objets mythiques et qui ont servi tout au long eh bien, de l'Empire. Alors, il y a aussi des bustes plus classiques comme le Chaudet. Je vais maintenant vous montrer un autre buste. Nous allons sortir du cabinet de curiosité. J'ai tellement de choses que après je ne sais plus où je les mets. Alors j'oublie, je les retrouve. Je sais que dans ma chambre, j'ai plusieurs bustes en biscuit de Napoléon. Je dois en avoir 3 ou 4. Donc là, je vais directement dans le salon. Je vais vous montrer les choses. Là, vous avez un buste extraordinaire qui est ce buste de Napoléon par Chaudet, qui est une commande de Napoléon pour le maréchal Berthier en 1810. Mais ce qui est surtout extraordinaire, eh bien, c'est sa couronne de Thomire. C'est la couronne de Thomire que Napoléon eh bien, avait fait refaire par rapport à la couronne originale. Et c'est le seul buste qui existe encore. On en connaît trop quatre des bustes de cette grandeur, en première grandeur, mais c'est extraordinaire d'avoir encore la couronne à la réplique de l'original, couronne malheureusement qui n'existe plus, dont j'ai essayé d'acheter il y a quelques années une des feuilles, et malheureusement le Louvre n'avait pas interdit territoire, et malheureusement mais j'ai dû m'incliner devant des Chinois bien terribles. Voilà. Mais donc j'ai pu acheter d'autres choses, mais voilà. Donc là on est aussi dans la salle des chasses, qui est une salle assez extraordinaire avec du tapisserie et des choses comme ça. Là, vous avez un portrait du baron de Dubois par Gérard, vous avez un étendard, vous avez les grandes armes impériales du Second Empire. Alors, c'est un peu épuré, je vous explique, parce que nous organisons régulièrement beaucoup de soirées de dîner au palais et que nous avons organisé la semaine dernière, le dimanche dernier, le Nouvel An chinois. Vendredi soir, nous avions plus de 220 personnes sur tout l'ensemble de la soirée, ce qui est énorme, des vieilles maisons françaises, des VMF, et que nous avons organisé beaucoup d'événements. Donc cette semaine, nous avons avoir un gros événement aussi jeudi, donc nous faisons très attention à la conservation du lieu. Le trône de Napoléon, je vais quand même aussi vous le remontrer parce que c'est quand même assez extraordinaire. C'est le trône de Napoléon qui servait au menu plaisir, c'est le trône qui servait à l'empereur au moment de ses voyages en province ou à l'étranger. Il vient du musée de San Francisco, il avait été vendu par les domaines dans les années 1873 et je l'ai récupéré il y a quelques années. Et puis, je vous ai fait un petit plaisir. Vous avez ce fameux portrait de l'empereur par le baron Gérard, qui est l'exemplaire des Tuileries, et je vous ai mis la bague que porte l'empereur à son doigt. Voilà, c'est le fameux saphir de Napoléon, saphir de 10 carats, et à l'intérieur, on voit les armes de Napoléon, roi d'Italie, et du pape. La chevalière de l'empereur, bien sûr, que j'ai aussi. Mais voilà, ça, c'est vraiment un objet extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec Sèvres, mais quand même, ce sont des objets qui sont, comment dirais-je, mythiques dans l'histoire de Napoléon. Alors, les tables que j'organise, eh bien, ce sont souvent des tables que j'organise dans
dans les lieux ici. L'argenterie, comme les verres, ce sont des verres du Mont-Cenis ou de Baccarat, s'ils sont Second Empire. L'argenterie, eh bien, j'ai une ménagère complète de la famille Borghese. J'ai 18 couverts en vermeil de la reine Hortense, qui est absolument considérable. J'ai aussi un certain nombre de couverts de l'empereur, moins bien sûr, mais quelques-uns. Et puis des ménagères qui ont appartenu aussi à des personnages très importants de l'Empire, par Jean-Baptiste Clododieu, Biennet, etc. etc. Alors, la manufacture de Sèvres travaille encore aujourd'hui. Moi, j'ai aussi des Sèvres beaucoup plus contemporains. Je ne vous les montre pas parce que ce serait redondant. Ce sont des choses qui datent de 1880 ou 1900, des anciens présidents ou des choses comme ça. J'avais un buste de Louis XVIII en biscuit de Sèvres que j'ai vendu il y a quelques années. J'aurais pas dû le vendre, mais je n'aime pas trop Louis XVIII. Et il y a un moment, je n'aime pas non plus garder des choses de personnages dont je ne suis pas follement amoureux, si vous voyez ce que je veux dire. L'important, c'est d'avoir des objets qu'on aime, des objets qui sont, comment dirais-je, pour ce qu'on aime particulièrement. Alors, j'ai un dessin, mais je ne sais pas où je l'ai mis, parce que j'ai énormément de dessins. Vous voyez, je vais vous montrer la pile des dessins qui sont là et des œuvres. Donc, vous voyez, ça, c'est Percier et Fontaine. Ça, c'est David. Ça, c'est David. Ça, c'est David. Ça, c'est David. Et ça, c'est Jean-Baptiste Isabey. Mais j'ai un dessin que j'adore, que je voulais vous montrer, mais qui représente la table des grands capitaines. Et malheureusement, je ne sais pas. Ce dessin est dans les parages, mais je ne l'ai pas retrouvé parce que je n'ai pas eu le temps de tout chercher. Et en fait, c'est le projet d'Alexandre Brognard pour la table des grands capitaines qui se trouve aujourd'hui à Buckingham Palace. Et donc, la reine d'Angleterre à la table, le roi maintenant, Charles III, pardon, à la table. Mais moi, j'ai ce dessin. Voilà. Donc ça, il faudra venir au Palais des Viennes. Vous savez, on organise régulièrement des visites tous les mois. Et j'aimerais bien qu'un jour, les amis de Sèvres viennent au Palais nous visiter et pour venir découvrir des trésors de la collection. Voilà, ma chère, je pense que nous avons fait à peu près le tour de ce qu'il y avait en Sèvres visible. Sachant que je ne suis pas un gentil garçon, j'ai oublié de sortir un certain nombre de choses et j'ai été pris de court. Mais je trouve que si je montre tout, ça n'a pas plus d'intérêt. Il faut plus montrer des choses qui ne sont pas forcément montrables tous les jours. Donc, si vous revenez au Palais des Viennes me visiter, je vous montrerai d'autres trésors, dont le fameux service de Marie-Louise et surtout cette sublime paire de vases que je viens d'acheter, qui arrive dans les jours à venir au Palais. Alors, absolument fabuleux cette présentation, l'hôtel absolument incroyable, et vous aussi d'ailleurs, en lien. J'ai fait une visite un peu à la bonne franquette, mais oui, voilà. Il y a pas mal de questions. Et la paire de vases que vous venez d'acheter, c'est un portrait de Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie en première grandeur avec des bronzes sublimes que j'ai achetés il y a quelques semaines, et là je dois me les faire livrer. Et comme je ne suis pas souvent au Palais en ce moment, les fournisseurs courent après moi pour me livrer ou que je les paye. Voilà. Et alors, Pierre-Jean... Le plus drôle, c'est que j'ai des objets que j'ai achetés, ça fait 6 mois, 5 mois que j'ai payé, et je ne suis toujours pas allé les chercher. Vous feriez bien, parce que moi, je veux bien aller les chercher à votre place, mais je les garde. Alors, quel est l'objet qui vous est le plus cher là, dans cette collection de Sèvres? Quel est celui qui vous êtes... J'aime beaucoup l'assiette des quartiers généraux. Ouais. Parce que bon, ça c'est un petit peu, voilà, c'est Napoléon. Mais je dirais que en Sèvres, celle qui me tient le plus à cœur, celle par exemple que je n'abandonnerai jamais, oui. C'est celle du service de Napoléon à Joséphine. Le service égyptien. Donc c'est sentimental. Oui, parce que là c'est sentimental. Et puis je vais vous dire une chose, je suis un fou de l'Égypte. J'ai eu la chance d'aller avec mon ami Mauricette Silbert, qui est un peu comme ma grand-mère adoptive, 7 fois en Égypte. Et à chaque fois, nous allions à l'île de Philæ. Et donc, quand je vois cette assiette, vous voyez… Avec l'île. Voilà, avec l'île de Philæ, je pense beaucoup à Mauricette, à ma vieille copine qui n'est plus. Et ça me rappelle des voyages. Et j'ai l'impression de voyager dans le temps avec cette assiette. Et c'est donc, inscrit vraiment derrière l'assiette, l'île de Philæ? Oui. D'ailleurs, je vais vous la sortir. Je vais vous la sortir parce que
Ce matin, je savais, enfin, tout à l'heure quand je suis rentré, je planque les clés partout, je savais plus où j'avais foutu les clés. Alors, sinon, je suis totalement. Il y a le Alors, Madras attends. de Napoléon, il y a. Là, ça, c'est le Madras de l'empereur, les cartes à jouer annotées par Napoléon à Sainte-Hélène, la lettre de jeunesse à l'âge de 14 ans, un petit Giraudet, des mouchoirs de l'empereur. Ça, c'est sublime. Ça, c'est tout en écaille. C'est le roi de Rome. C'est en or massif. Tout ça, c'est en or et en écaille, avec une miniature représentant le roi de Rome. C'est extraordinaire. Absolument fabuleux. Ouais. Et là, vous avez l'assiette que je ne casse pas. Voilà. Alors, cette fameuse assiette. Alors, c'est la fameuse assiette. Et alors, attendez, je la retourne. Voilà. Et là, vous allez voir. Ah oui, autre vue de l'île de Philae. Autre vue de l'île de Philae, de l'ouest à l'est. Hein, Manufacture Sèvres, 1811. Voilà, ça elle est magnifique, elle est superbe. Et ça, j'y tiens. Voilà, ça c'est quelque chose que c'est une pièce extraordinaire. Oui, c'est peint par Schweback. C'est Schweback, oui. Oui, absolument fabuleux. Et celle que j'avais de Sèvres. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que les objets d'exception vont dans des lieux d'exception. L'assiette que j'avais du service des quartiers généraux que j'ai vendu il y a quelques années, du service, enfin il y a 2 ans, du service des quartiers généraux, c'était la vue des Jeux Olympiques du Grand Saint-Bernard. Et c'est la fondation Gianada qui l'a acheté. Maintenant, c'est exposé chez Gianada. Oui, d'accord. Et alors, est-ce que dans les pièces que vous avez du royaume d'Autriche, comment vous avez pu les ramener? Parce que c'était des pièces qui étaient données par l'empereur. Il y a eu une révolution en Autriche, vous savez, les Habsbourg ont perdu, il y a eu beaucoup de... Et l'État autrichien a rendu beaucoup de choses à la famille des Habsbourg. Et donc, les Habsbourg ont vendu beaucoup, et ce sont des choses qui viennent de vente aux enchères comme la galerie Kohler en Suisse, ou des choses comme ça. Et puis, des services comme le service que j'ai acheté, les 6 assiettes de Marie-Louise et tout ça, sont des services qui n'ont pas quitté la France, qui avaient été un peu disparus. Et donc, j'ai récupéré après par des provenances. Puis, j'ai aussi beaucoup d'assiettes, je ne vous ai pas montré, parce que vraiment, là-haut, dans ma chambre, j'ai des tonneaux d'assiettes de Sèvres, de Naas, de Diléguera, et de la manufacture aussi allemande, autrichienne, du roi Jérôme, roi de Westphalie. J'ai énormément d'assiettes du service de Westphalie, comme aussi, ça j'ai oublié de vous les montrer. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, attendez. Je mange des spaghettis avec, j'adore manger des spaghettis avec. J'en ai une douzaine, c'est le service Borghese, le service qui ressemble un peu à celui des quartiers généraux, mais qui est le service Borghese. Voilà, ça c'est le service Borghese. Montrez-nous. Je vais vous les montrer. Oui, j'oublie à chaque fois. Voilà. Ça, c'est le service. Ah oui, le service Borghese. Effectivement, les pièces les pièces de forme ont des fleurs, un bouquet. Voilà. Ouais, bouquet détaché. Et les assiettes, j'en ai. Très, très belle. Ouais, absolument fabuleuse. J'adore parce que je mange avec. Et je trouve que manger des spaghettis avec, c'est un chic absolu. Je veux bien dîner avec vous, Pierre-Jean. Mais quand vous voulez, écoutez. Bon, alors, j'ai plein de questions pour vous. Gérez-vous la concurrence entre la Fondation Napoléon, le musée Napoléon de Fontainebleau, le Louvre et Malmaison? Comment vous faites? Il n'y a pas vraiment de concurrence parce que déjà, la Fondation Napoléon, on n'achète plus depuis des années. Ils ont surtout beaucoup vendu ces dernières années. C'est d'ailleurs un peu dommage. La Fondation Napoléon, c'est comme quoi, quand on est un collectionneur, surtout ne donnez jamais à une sorte de fondation comme ça parce que vos objets sont mis dans des coffres, on ne les voit plus. Et puis, quand il y a des problèmes financiers, les objets sont vendus un peu en catimini ou cassés ou volés. Il y a eu des vols, d'ailleurs. Il y a eu des histoires de casse, de machin. Et aujourd'hui, il y a plus la Fondation Napoléon n'a pas exposé depuis des années. Moi, vous savez, j'étais administrateur du souvenir napoléonien. Donc, la Fondation Napoléon, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai eu la chance de connaître M. Agoguet. J'ai été vice-président des Jeunes du Souvenir, administrateur pendant 20 ans. J'en suis parti l'année dernière parce que je ne servais à rien. Ces gens-là, la jalousie les mange. Donc, ils veulent tous être calife à la place du calife. Bon, voilà. Donc, la Fondation Napoléon, ce n'est pas des acheteurs. Quant à Fontainebleau, Malmaison, alors quand il y avait Bernard Chevalier, qui est un ami et un grand ami, c'était facile parce que Bernard me disait, écoute, ça, je vais l'acheter, ne l'achète pas, ne monte pas. Donc, je l'ai souvent beaucoup aidé. Maintenant, ils sont partis, mais pareil, Malmaison, ils n'achètent plus grand-chose. Alors, Fontainebleau, le Louvre, ils achètent. Mais comme je vous l'ai dit, pourquoi continuer à acheter, chers messieurs? C'est un appel que je leur lance, un point d'interrogation. Vos réserves sont pleines.
Vous ne montrez jamais, même pas le quart du dixième de ce que vous avez. Laissez quelques objets à des collectionneurs qui, comme moi ou comme Bruno Ledoux ou d'autres gens, eh bien, exposent, prêtent, vivent. Un objet dans un musée est un objet mort. Moi, je dîne régulièrement avec cette vaisselle. Et je trouve ça un peu pathétique parce qu'on apprend de temps à autre que des objets sont fait voler, que des objets ont été détruits, etc. Un musée ne doit pas forcément être un garde-meuble. Oui, Moi, tout c'est à pas fait. comme ça que je vois ça. Alors, Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, l'État de la France ne permet plus, enfin, on devrait arrêter d'acheter parce qu'on achète avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc, plutôt, c'est ça. donnons de l'argent à des gens qui en ont besoin, donnons de l'argent à l'économie et arrêtons d'acheter pour des objets qui, quoi qu'il arrive, ne feront pas que nous. La France est un des pays, si ce n'est le pays au monde, où il y a le plus d'objets d'art dans les réserves. C'est aberrant d'avoir des centaines de pièces de Sèvres dans des musées, alors qu'on ne s'en sert pas, on ne les voit pas, on ne les utilise pas. Et elles ne sont jamais exposées. Alors que moi, j'expose régulièrement, je donne encore l'idée d'acheter du Sèvres. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir s'ils exposent l'assiette des quartiers généraux, là, quand même. Oh, je pense qu'ils vont l'acheter. Vu le prix que je leur ai fait payer, le prix que je leur ai fait payer, j'espère qu'ils vont l'exposer. Ils vont là. Elle est un peu à moi, parce que, vous voyez, c'est pareil, ça c'est quand même absolument. Alors, ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Parce que ces gens-là, si je puis dire, avec nos impôts, eh bien, achètent au prix que, s'ils le veulent, ils avaient qu'à enchérir. Ça, c'est une loi inique, encore une loi de la France, qui fait que, eh bien, les musées peuvent, en fait, vous volent l'enchère, ça ne leur coûte pas plus cher. Et s'ils la veulent, ils n'ont qu'à la payer. Alors, comment expliquez-vous l'attrait de Napoléon pour les Sèvres, en particulier pour les cadeaux qu'il effectuait auprès des princes étrangers ou des Français de son entourage? Tout simplement parce que Napoléon, à la différence des chefs d'État que nous avons aujourd'hui, eh bien, s'intéressait à l'économie et s'intéressait aux manufactures. Et pour lui, de faire des cadeaux, ça permettait, des cadeaux, c'était un peu comme des samples, c'était un peu comme des objets qui permettaient de vendre beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il offrait un service et le roi ou le souverain ou la princesse qui avait ça l'utilisait et toutes les dames d'atour et tous les gens autour de la cour en Autriche, en Angleterre, en Allemagne, partout, eh bien, on voulait. Donc, ça permettait, comme on vous fait un cadeau bonus, eh bien, lui, il offrait un cadeau bonus et il en vendait 100 ou 200. C'était brillantissime. Le mec, Napoléon, était un salesman. C'était un commercial, il était le commercial de la manufacture de Sèvres, comme il était le commercial des Gobelins, comme il était le commercial de toutes ces grandes maisons. Oui, et de lui-même aussi. Et de lui-même, parce que tout parce que Napoléon mangeait très rapidement. Vous savez tous que Napoléon mangeait le midi entre 5 et 10 minutes, le soir 15-20 minutes. À Sainte-Hélène, il poussera jusqu'à 1 heure. Mais Napoléon aimait quand même les belles choses. Et il aimait l'apparat. Un peu ce qu'avait le président de la République, François Mitterrand, par exemple, ou le général de Gaulle. Aujourd'hui, maintenant, à l'Élysée, quand on mange à l'Élysée, excusez-moi, c'est à 55 minutes, top chrono. Non, mais c'est horrible. Après, on s'étonne que les gens abîment des assiettes anciennes, etc. On ne mange pas en 55 minutes, ça n'est pas possible. Mais on mangeait, on prenait le temps, vous voyez, on utilisait les arts de la table. Aujourd'hui, on vous met une soupe, un machin, et hop, c'est terminé. Moi, quand je dîne dans mes couverts, quand je dîne dans les verres, j'aime prendre mon temps. Alors, attendez, j'ai encore plein d'autres questions. N'ai pas connaissance d'un service de Napoléon au Grand Trianon. A-t-il existé et en avez-vous quelques exemplaires? Alors, il y a dû avoir, bien sûr, parce que Napoléon est allé au Grand Trianon. Vous savez que Napoléon voulait aller habiter à Versailles. Il avait demandé à certains de Percier-Fontaine de voir pour réaménager Versailles. D'ailleurs, un certain nombre de tissus avaient été faits. J'ai d'ailleurs quelque part dans ma collection, je ne sais pas où, un morceau d'un lampas du grand cabinet de l'empereur à Versailles. Mais je ne sais même plus où je mets mes trucs, c'est pour vous dire. Mais ce qui est fou, c'est que oui, je sais qu'il y a eu un service. Oui, mais alors lequel? Ouais, vous savez. Bon. Achetez-vous uniquement les objets en parfait état ou faites-vous restaurer certaines de vos pièces? Non. Alors, en Sèvres, j'essaie de les acheter en parfait état. Mais je fais aussi des bêtises. Donc, j'en ai fois abîmé, un peu cassé. Bon. Donc, je les fais restaurer. D'ailleurs, là, j'ai une assiette qui est en restauration. J'essaie de les acheter quand même en meilleur état. Là, il faut que je rappelle le restaurateur. J'ai le bidet de Napoléon par Biennet que j'ai fait restaurer entièrement parce qu'il partait en 1000 morceaux. Donc, voilà. Je fais restaurer régulièrement, ce qui me coûte une fortune parce que je ne suis pas aidé. Ah oui. Alors, une question piège là. Que pensez-vous des nouveaux acteurs du marché comme la galerie Imperial Art?
faire passer la question, parce que franchement, Alors, et cette galerie n'a d'impérial que le nom. il y a Maxime Charon qui dit il y avait un service au N couronné à Trianon seulement. Que un service au N couronné. Maxime Charon est une personne extraordinaire. Je voudrais d'ailleurs lui dédier cette interview parce que j'aime beaucoup Maxime. C'est un garçon qui a un œil extraordinaire. C'est un garçon qui vend des choses remarquables. J'ai connu Maxime, ça fait des années. Il m'a d'ailleurs offert que j'ai là-haut une assiette du service de Louis-Philippe pour m'avoir remercié d'avoir organisé son anniversaire à la maison, au palais. Et Maxime est pour moi un des meilleurs acteurs et experts de souvenirs historiques aujourd'hui. Et il est à mettre en avant. Et j'espère que dans les années à venir, on pourra faire des choses ensemble parce que c'est vraiment pour moi un des plus jeunes talents et Oui, il a un absolument. œil extraordinaire. Et voilà, on me parlait d'autres galeries où je vous dis, il n'y a que le nom qui est impérial. Lui a vraiment un œil d'expert. Bon, c'est super. Et Pierre-Jean, moi, ça, c'est une de mes questions. Le médaillon que vous portez, c'est quoi? C'est une petite chose. c'est le médaillon, c'est un médaillon extraordinaire qui représente Napoléon d'après Canova, puisque j'ai des Canova, j'ai le Canova original, j'ai même, parce que je l'adore, j'ai le bronze original de Righetti, pardon. Ça fait très cage aux folles, mais oui, j'ai le bronze original de 1811 pour le palais de Milan, pour le musée de Milan. Et donc, c'est la tête de Napoléon. Et donc, quand la mère de Napoléon, en 1814, est partie à Rome, eh bien, elle a fait faire ce médaillon par des artistes. C'est un des plus beaux camées qui existent de Napoléon. Voilà, ça, c'est vraiment une pièce que j'ai, que je ne quitte quasiment jamais, en agate. Enfin, c'est somptueux. Voilà, c'est vraiment. Absolument fabuleux. Voilà, ça, Même c'est à quelque la chose que télévision, vous j'offrirais à un aviez musée. votre C'est médaillon? bien la seule chose qui me fera de la peine quand je ne serai plus là. On me l'enlèvera du cou et ça me fera de la peine. Moi, je serai mort. C'est pas très grave, mais enfin. Et alors, est-ce que vous avez fait un total de vos pièces, votre nombre de pièces là, de porcelaine de Non. Sèvres? Non, vous savez pas. Vous n'avez pas fait un jour le catalogue raisonné là, de votre collection? J'avais un peu commencé et puis bon, la collection, vous savez, une collection, ça va, ça vient. Moi, je suis collectionneur depuis l'âge de 8 ans. J'ai eu la chance d'hériter de mon père, de mon grand-père. J'ai eu des amis j'ai un œil qui, voilà, il y a des gens qui sont chirurgiens, il y a des gens qui sont pilotes de chasse, il y en a qui sont présidents de la République. Moi, j'ai un œil pour les objets d'art. Ozna m'a toujours dit, Chalençon, il a un don pour les objets d'art. Je n'ai jamais été marchand, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas, quand je vends, c'est par nécessité. Quand je vends, c'est parce que je dois acheter un objet plus beau. Hein, c'est ce que j'ai expliqué à nos amis des services publics, mais qui ne comprennent pas vraiment. Mais on n'est pas marchand parce qu'on vend. On est marchand parce qu'on est marchand. On vend parce qu'on a besoin, parce que justement, on n'a pas d'argent. Et que quand on veut acheter un objet extraordinaire, on va vendre 10 ou 15 pièces. Et la plupart du temps, quand je vends des objets, je les vends à perte. Mais je suis tellement heureux d'avoir le nouvel objet, l'objet de mes rêves, que j'oublie la perte et j'oublie les objets passés. Ouais, et ça s'appelle la passion, voilà. chers messieurs des services français. Et non, mais il faut dire les choses parce qu'on est dans un monde, on est géré par des gens qui, c'est une dictature aujourd'hui. Et sous prétexte qu'on essaie. Et après, on s'étonne que des particuliers partent de France, de l'étranger, et ne donneront pas leur collection à l'État. Et vendront leur collection à New York, à Londres ou dans des musées étrangers. Moi, je suis un des rares, Pierre-Jean Chalençon, alors justement, à vouloir donner ma collection à l'État français. J'ai toujours voulu la donner, mais c'est vrai que depuis quelques années, je suis de plus en plus dégoûté de vouloir faire ça parce que quand je vois comment je suis maltraité, et c'est quand même gravissime. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison à Saint-Tropez, j'ai pas de compte en banque à l'étranger, je vis modestement en fin de compte parce qu'un collectionneur vit toujours modestement. J'ai jamais d'argent parce que, et souvent d'ailleurs Maxime le sait ou d'autres commissaires-priseurs le savent, j'achète un objet parce que je dois vendre d'autres objets. Et c'est ma passion. Alors 2 ans, je fais des petites expos, mais les expos, c'est très, très mal payé. Vous imaginez, quand vous travaillez 2 ans dans une exposition et que vous touchez l'équivalent c'est même pas le prix d'une femme de ménage par mois, si vous devez diviser par le nombre de mois. C'est la passion qui fait ça. Après, il y a le fantasme de la télé, le fantasme du personnage, mais le fantasme n'a jamais payé les factures. Ouais. Mais regardez, j'ai un monsieur là qui dit: n'avez-vous pas peur que votre collection soit dispersée en la léguant?
Si je la laisse, si je la donne à une fondation, elle ne sera pas dispersée. Si je la donne à l'État avec des instructions, elle ne sera pas dispersée. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Je suis devenu très, très philosophe depuis quelques années et je me dis que après moi, le déluge. Parce que j'aurais eu cette collection, je l'aurais vécue, je l'aurais transportée dans les quatre coins du monde. Grâce à moi, des millions de gens auront vu cette collection. Je suis le seul Français, cher ami, le seul Français. C'est pour ça que je me marre, je me gausse souvent quand on remet des légions d'honneur à certaines personnes qui, à part s'être enrichies honteusement, n'ont rien fait pour la France. Moi, depuis 20 ans, j'ai exposé en Chine, j'ai fait près de 3 millions de visiteurs. J'ai exposé aux États-Unis, 2,5 j'ai fait près de millions, 2 millions de visiteurs. Ouais. Comment ? 2,5 millions de visiteurs là en Chine. Oui, plus une ou deux expos que j'avais fait ensuite après qui n'ont pas été. Donc, j'ai fait énormément d'expositions. Là, récemment à Saint-Omer, là, je prépare avec Monseigneur le prince Albert et David Yakubashvili une grande exposition Napoléon à Monaco et dans d'autres villes avec l'histoire de Monaco et Napoléon. Moi, vous savez, je fais ça parce que c'est ma passion, c'est ma vie. Mais après moi, le déluge, dans un certain sens. Vous savez, une fois qu'on est refroidi, 6 pieds sous terre, tous les grands collectionneurs dont j'ai parlé, que ce soit même Hubert de Givenchy, que ce soit Yves Saint-Laurent, ils sont morts, ils sont dans une boîte, ils ont été incinérés. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire ? Après, effectivement, je me dirais, si j'avais un peu d'orgueil déplacé, je survivrais grâce à ma collection, comme Jacques Marandré ou Nissim de Camandré. Oui. Pourquoi pas ? Mais je vais dire une chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout qu'en France, et nos amis à Sèvres le savent très bien parce qu'ils ont les mêmes problèmes que moi ou les autres, c'est que des personnalités comme aujourd'hui Bernard Arnault, dont on a dit qu'il était l'homme le plus riche du monde, François Pinault, Patrick Drahi, toutes ces grosses fortunes qui sont devenues des fortunes colossales depuis 15-20 ans, s'intéressent un peu à des gens comme votre serviteur, qui se battent, qui n'ont pas de voiture, qui croulent sous les charges et qui auraient peut-être besoin d'être un peu aidés. Je ne demande pas la charité, mais des personnages qui ont dédié leur vie à l'art, à l'histoire, au patrimoine, à la sauvegarde de ça. Je pense que dans leurs énormes conglomérats de fondations, ils pourraient trouver des petites places ou des petites pépites pour nous aider. Parce que le jour où toute cette collection sera partie en Chine ou ira au Qatar, il sera trop facile de dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, oh mais quelle tristesse !» Parce que si on est acculé, on le fera. Et vous le savez tous, parce que nous sommes tous dans la même galère aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on nous parle d'art, d'histoire, de culture, mais ils n'en ont rien à secouer. Quand on voit les gugus qu'on nous a mis au ministère de la Culture de toutes ces dernières années, je les ai tous rencontrés. J'aurais fait des dossiers, j'ai demandé des aides, j'ai eu des… Et Pierre-Jean, rien, pas la queue de daim. Oui, non, mais ça, je comprends ce que vous me dites. Y a-t-il toujours plus d'engouement pour les objets napoléoniens et quelle est l'influence sur le ou les prix des porcelaines depuis ces dernières années ? Il y a un engouement de fou. Je suis d'ailleurs un peu responsable indirectement parce que toutes les expositions que j'ai faites en Chine, si elles n'avaient pas eu lieu, les Chinois ne les auraient pas lancées. Toutes les expositions que j'ai faites aux États-Unis aussi, toutes les expositions qu'on organise, bien sûr. Là, il y a un film qui va sortir de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix dans quelques mois. Ça va encore relancer l'engouement de Napoléon. Ouais, et ça, c'est très important. Bon. Donc oui, l'engouement vient. Il y a de jeunes collectionneurs. Écoutez, aujourd'hui, Pierre-Jean Chalençon est plus connu comme étant collectionneur de Napoléon, sauf gardien du patrimoine napoléonien, que comme animateur télé. Alors, quels sont les rapports avec les autres collectionneurs ? Par exemple, Monsieur Ledoux, là, on me pose la question. Ah ben moi, j'adore Bruno. Bruno, c'est moi qui lui ai lancé dans sa collection. Bruno est un homme d'affaires qui avait fait fortune. Il était marié avec la fille Poniatowski. Ça donne des liens. Et quand il a commencé à gagner de l'argent, il est venu me voir et je montais les premières ventes chez Couteau Bégari ou avec Petrosna et on lui a vendu des choses. Moi, j'étais un petit expert comme ça. Et puis, j'ai trouvé sympa. Il a plus âgé, Bruno, que moi. Et il avait des moyens. Il s'est acheté des choses. Alors, il y a des choses bien, des choses moins bien. Il n'a pas les connaissances que j'ai, mais c'est surtout un homme d'affaires. Bon, il a acheté. Mais c'est quelqu'un qui a de très, très jolies choses. Et voilà. Mais pareil, Bruno, il n'a pas d'enfant. Il a 63 ans, 64 ans. Il a 2 filles. Que deviendra sa collection ? C'est aussi ça. Et le problème de collectionneurs, c'est qu'on a essayé, comme avec Bruno, moi, je n'ai aucun problème avec Bruno, mais beaucoup de marchands, beaucoup de commissaires-priseurs ont essayé de nous tirer pour qu'on ne soit pas copains. L'important, c'est d'être copains, parce que je me dis que l'union fait la force. Et un garçon comme Bruno, comme moi… vous êtes stratège comme Napoléon ?
Mais bien sûr, mais parce que Bruno comme moi, on mettrait nos deux collections ensemble, mais on aurait la plus grande, ça serait fantastique. On éclipserait Fontainebleau, on éclipserait Malmaison, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, et moi je n'ai pas les moyens, comme Bruno n'a pas les moyens de ça. Et nous avons des vies fugaces. On collectionne, moi j'ai commencé à collectionner parce que mon grand-père m'avait donné des objets, que j'ai eu une chance folle et que j'avais un don. Mais j'avais 25-30 ans, vraiment. Bruno a commencé à 45 ans, 48 ans, quand il a commencé à faire de l'argent. Moi, je suis un collectionneur fauché. Généralement, le collectionneur est riche. C'est l'homme qui a fait fortune dans le business, qui a vendu sa boîte et qui se retrouve à 65-70 ans avec des millions. Moi, c'est tout le contraire. Bah, si vous vendiez, vous ne seriez pas fauché. Non, mais je n'ai pas envie de vendre. Non, mais bien sûr. Je vais vendre à des Russes, à des Chinois. C'est pour ça que je demande de l'aide. Je demande de l'aide à l'État. Je demande de l'aide. N'essayez pas de arrêter de nous envoyer des pots de banane. Aidez-nous plutôt que de faire ça. On est des ambassadeurs. Je n'ai pas de Ferrari, je ne conduis pas. Je n'ai pas de maison à Saint-Tropez. Je n'ai pas de maison à Megève. Moi, j'ai mon petit palais que j'ai acheté à crédit. Je me bats. Je suis un gardien du patrimoine. Comme Ledoux, d'ailleurs. Bon, Ledoux a une fortune différente. Mais comme Stéphane Bern, dont j'en parlais avec Stéphane. Stéphane, il est acculé aussi pareil. Bon, Stéphane, il n'a pas vraiment d'objet. Il a investi dans un lieu, dans une demeure, etc. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Mais on est très peu à vouloir défendre ça. Pierre-Jean, c'était fantastique. Merci de cette présentation fabuleuse. Mais je vous en prie. Et venez voir le Palais de Vivienne. Mais voilà. Une visite. Et là, je vous sortirai d'autres choses parce que je n'ai pas tout sorti. Il y a tellement de choses. Je vous redresserai des pages. Je viendrai. On fera ça avec Maxime, d'ailleurs. Je veux bien venir toute seule, ou je veux bien venir avec les amis de Sèvres aussi. Ça sera un moment fabuleux aussi. Organisons une visite avec les amis de Sèvres, je serais ravi. Avec joie. Bah, écoutez, on va essayer d'organiser ça. C'est génial. Merci, merci. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui disent merci beaucoup, c'était super, très bon moment. Enfin, voilà, tout, voilà. Merci. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Et si vous avez des belles assiettes en Sèvres, je suis acheteur. Ah, d'accord. Et vive l'empereur, c'est vous l'empereur. Hein, donc vive l'empereur. Merci Pierre-Jean. Merci Super. à toi, merci à vous, chers amis. Bonne soirée. Maxime, toutes mes amitiés. À très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci au revoir. Au revoir. Et attendez, je juste vous rappeler que la prochaine conférence aura lieu mardi prochain. Et là, nous serons en direct de Taïwan cette fois-ci. Et nous aurons une professeure d'histoire de l'art de l'Université de Taïwan, donc Xi Xingfei, qui va nous présenter les collections impériales du palais national de Taipei, du muséum. Et ça va être absolument fabuleux également. Donc, en direct de Taïwan. Donc, l'intervention aura lieu à 14h, compte tenu du décalage horaire. Donc, voilà. Donc, on se retrouve mardi prochain, 14h, pour cette visioconférence tout à fait exceptionnelle également. Merci à Pierre-Jean encore, merci à tous et rendez-vous mardi prochain à 14h. Merci à tous, bonsoir.